Merci à toutes et à tous d'être présents, du coup, pour ce webinaire sur les soins de support pendant et après traitement du cancer dans le département de l'Allier. Nous sommes plusieurs là autour de l'écran, plusieurs structures pour intervenir sur ce webinaire. Hop, tout le monde va se présenter. Alors, allez-y, docteur Taïsio. Oui, alors Eric Tay, donc je suis trésorier de l'URPS. Je suis radiologue en Savoie. Alors je connais un petit peu l'Allier puisque mon épouse est de Montluçon et elle a deux de ses amis qui sont installés à Moulins et à Vichy. Et je crois que nous le verrons après, la Ligue contre le cancer à 3 spots, Moulins, Vichy et Montluçon. Exactement, il y aura les présentations, je vais vous montrer le petit sommaire. Alors du coup, on voulait questionner les participants sur, pour savoir le nombre, le nombre d'entre vous qui prescrivez des soins de support, mais pour le moment, vous n'êtes pas très nombreux à être connectés, donc on reposera la question à la fin du webinaire, quand vous serez plus nombreux. Alors, donc on est présent ensemble pour 1 heure. Vous voyez le sommaire. Du coup, je vais laisser chacun se présenter finalement en déroulé du sommaire. Comme ça le présentera en même temps. Donc, Dr Tay, la main. Je repars sur les Bah, du coup, non, Dr Tay commencera par présenter l'URPS, mais vous êtes déjà présenté. Madame Badrif. Bonsoir à tous et à toutes. Est-ce que vous nous entendez? Oui, on vous entend. Oui, allez-y. parfait. Donc, je suis directrice du comité de la Ligue contre le cancer sur l'Allier et je suis accompagnée. Oui, Martine Dubost, je suis la coordinatrice du parcours soins post-traitement du cancer. Et donc, je m'occupe de mettre en œuvre dans la structure la mise en place des soins de support pour les patients qui le souhaitent et pour lesquels ça a été prescrit. Merci. Du coup, la deuxième partie, donc sur les soins de support et notamment les enjeux des soins de support, sera présentée par le docteur Voitelier. Je vous laisse vous présenter. Oui, Marc Voitelier, je suis donc président du comité de l'Allier, de la Ligue contre le cancer. Voilà, mais surtout on travaille, comme cela sera indiqué, en très étroit partenariat avec des associations qui elles-mêmes assurent les soins oncologiques de support sur la totalité du département de l'Allier. Exactement, merci. Du coup, ça fait la transition avec la troisième partie sur les soins de support en pratique, puisqu'il y aura une présentation de l'offre sur le territoire. Donc, je laisse les 3 associations se présenter. Sandrine André, je suis la présidente de l'association Onco & Co qui est sur Vichy. Sébastien Conflant, je suis le trésorier de l'association Onco & Co. Véronique Miallier, je suis la présidente de la Bourbonnaise pour elle et donc je suis la coordinatrice de l'espace Acante et je fais aussi partie du conseil d'administration de la Ligue contre le cancer du comité de l'Allier. Le lien est fait. Je pense que la représentante du coup d'Entraide Cancer du Sein a des soucis de connexion. J'espère qu'elle réussira à nous rejoindre bientôt. Donc le parcours de soins global après traitement du cancer sera présenté par Madame Dubost et Madame Miallier qui se sont déjà présentées. Et notre dernière partie, juste avant les échanges entre nous tous, nous aurons le témoignage d'une patiente. Je vous laisse vous présenter, Madame Zuliani. Oui, vous m'entendez? On vous entend bien. Oui. Alors, je suis désolée, j'ai un problème de caméra. J'avoue qu'on n'avait pas Teams sur l'ordi, alors je suis désolée, mais bon, mon ami n'a pas pu installer la caméra, pourtant elle est bien sur l'ordi. Donc, en tout cas, voilà, je suis Marie-Noëlle Zuliani, effectivement, cancer du sein détecté en 2023, avec chimio, opération, rayons, etc. Et donc, effectivement, je peux témoigner par rapport à tout ce qui a été accompagnement en termes de soins support au niveau de la CANT. Super, merci. Et nous avons aussi deux témoignages chez nous avec la présence de 2 patientes. Bonsoir, Dominique. Je témoigne par rapport à Onco & Co et la Ligue. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein en 2023 aussi, opérée, puis radiothérapie. Et j'ai profité tout 2024 de soins de support, que ce soit pour l'activité physique, pour la diététique.
Donc, Patricia, j'ai également eu un cancer du sein avec 2 opérations, chimiothérapie, rayons, et donc j'ai bénéficié du suivi psychologique à la fin de mes traitements. Super, donc vous pourrez nous faire des super témoignages. Parfait, ben, merci beaucoup. Du coup, je vais laisser la parole au docteur Tay et puis comme ça, vous pourrez enchaîner vos présentations. On va juste laisser les caméras des personnes qui présentent pour éviter de prendre trop de flux, trop de bandes passantes. Donc, je vais vous présenter de façon succincte l'URPS. Je voulais juste signaler quand je me suis présenté que je m'occupe aussi, je suis au bureau des centres régionaux de comité de dépistage des cancers. Et donc, on a une antenne dans l'Allier, et donc on travaille régulièrement avec l'Allier. Il y a eu, je crois, c'était l'année dernière, un mammomobile qui a fonctionné durant Octobre Rose en 23 dans l'Allier. Donc, je voulais vous présenter de façon succincte l'URPS, c'est l'Union régionale des professionnels de santé de médecins libéraux Auvergne-Rhône-Alpes, fusion Auvergne-Rhône-Alpes il y a maintenant à peu près une dizaine d'années. C'est une association qui fait partie de la démocratie sanitaire, c'est-à-dire que nous représentons la voix des médecins libéraux, nous sommes élus pour un mandat de 5 ans, et nous allons intervenir de façon comment dire, on va donner notre avis sur la politique de santé, sur le plan régional de santé, sur le schéma régional d'organisation de santé. C'est un avis qui est facultatif, hein, bien sûr, auprès de l'ARS. Donc, nous sommes 60 médecins élus. Il y a 2 collèges, le collège des médecins généralistes et le collège des médecins spécialistes, 30 élus dans chaque collège, et nous représentons les 14 500 médecins libéraux de cette région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'étend sur 12 départements. Alors, nous avons différentes missions, je pense. Est-ce que vous voyez bien le diaporama d'Adeline? Est-ce que c'est le cas? Vous l'avez ou pas en vision? Je vais être un petit peu succinct pour vous dire effectivement que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on participe à l'organisation sur le territoire. Actuellement, donc le PRS est en cours, c'est qu'il y a eu le renouvellement des autorisations de cancérologie. Et donc, nous avons des élus au SROS qui vont participer, entre autres, à ces autorisations de cancérologie, que ce soit de la cancéro, mais aussi de la chirurgie. Un sujet d'actualité, on participe aussi au SAS. Je vais vous donner un exemple un petit peu aujourd'hui de ce qu'on fait. Actuellement, il y a une réunion à côté sur les maîtres de stage universitaires. Cet après-midi, on a travaillé sur G16 SARA, qui est donc le système informatique qui a mis à disposition par la région au niveau pour les professionnels de santé, pour les médecins. Je vais revenir sur des thèmes plus de santé publique qui vous intéressent plus. Donc, on a des thématiques comme le cancer. Moi, je suis au bureau donc, du CRCDC. On travaille aussi sur la santé environnementale, sur l'obésité, sur la vaccination. Et donc, dans le cadre de ce GT Cancer que nous animons, on travaille donc sur SOS Pancréas. Il y a eu la journée mondiale du cancer du pancréas le 23 novembre, ou le 21 novembre. 21. Et nous travaillons aussi avec la Ligue contre le cancer et d'autres associations que je remercie, sur cette connaissance des soins de support que moi-même, il y a quelques années, je ne connaissais pas. Et parfois, mes confrères sont un petit peu surpris de savoir que 8 ans après, 70% des cancers, 70% des patients qui sont guéris d'un cancer qu'on pense guéri, en fait, conservent des séquelles. Et vous nous amènerez votre témoignage. Pour nous, c'est quand même important de nous recadrer, nous les médecins aussi, sur le fait que la guérison qu'on pense médicale n'est pas tout à fait forcément le cas et que nos patients ont besoin de suivi et d'aide. Voilà, je vais être assez court. On fait aussi l'attractivité de la médecine libérale, puisque je sais que la médecine libérale a du mal il y a un déficit de renouvellement des effectifs, hein. Vous avez pu le voir peut-être sur les médecins généralistes dans la campagne bourbonnaise. Et ben, on essaye, nous, si possible, de promouvoir cet exercice. Je vous remercie de votre attention. Je reste à votre disposition pour des questions, bien sûr, et je vais passer la main aux autres associations qui vont se présenter. Madame Badrif, pour que vous puissiez présenter le comité de l'Allier. Oui, merci beaucoup. Donc, la Ligue contre le cancer est organisée en comité départemental. Nous sommes 103 comités départementaux avec une fédération nationale. Vous avez rencontré, je crois, nos autres homologues des autres départements. Donc, nous sommes une association qui réunit une trentaine de bénévoles. Nos actions principales sont effectivement sur cette slide. Donc, la première des missions est évidemment l'accompagnement des malades. Donc, sous 2 volets. Le premier volet
accompagner les malades pendant la maladie et après la maladie. On va en parler très longuement, donc je ne vais pas trop détailler. Et puis, nous avons également une commission sociale qui se réunit tous les mois pour soutenir financièrement les malades sur différents sujets, notamment aide à domicile et également aide de la vie quotidienne. Le deuxième volet, c'est évidemment la promotion de la santé et la mise en place d'actions de prévention, donc grand public, mais aussi dans les entreprises, plutôt tournées vers les jeunes publics également, et la promotion des différents dépistages, en lien d'ailleurs avec le CRCDC que vous venez de présenter, docteur. Et puis, le troisième volet, c'est évidemment le financement de la recherche, donc de la recherche fondamentale à la recherche appliquée. Donc, une des grandes missions de la Ligue avec des financements de programmes de recherche en régional, avec plusieurs équipes, notamment de Clermont-Ferrand. Et le quatrième volet, pardon, c'est la représentation des usagers, puisque nos élus sont des représentants d'usagers qui siègent dans les différentes commissions de santé publique et hospitalière et qui remontent les problématiques de parcours de soins. Voilà, pour être rapide. Je laisse la main, je crois, au docteur Boitelier. Oui, tout à fait, merci. Après, je précise quand même, on pourra revenir, évidemment, si vous avez des questions sur les missions de la Ligue, hein, évidemment. Merci, Assia. Oui, je vais parler très rapidement de la définition des soins oncologiques de support que tout le monde connaît maintenant. Bon, c'est l'ensemble des soins et des soutiens nécessaires aux personnes malades tout au long de leur maladie. Et ça, je crois que c'est très important dans la mesure où le cancer, heureusement, les traitements permettent une amélioration de la survie en bonne santé. Et il y a beaucoup d'oncologues qui considèrent que maintenant le cancer devient une maladie chronique, mais qui justifie la prolongation des prises en charge sur le plan psychologique, sur le plan physique et sur le plan social. Je pense que l'organisation des soins oncologiques de support mérite d'être très nettement améliorée pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Et on en voit toute la difficulté sur notre territoire assez étendu du département de l'Allier, territoire rural où il est difficile de pénétrer les populations sur ces zones éloignées des centres de soins. Mais heureusement, nous, en tout cas sur Montluçon, Moulins et Vichy, on a la chance d'avoir des associations très organisées qui permettent de contacter les malades et de les accompagner tout au long de leur parcours. La difficulté tient dans le recrutement de ces patients qui peuvent bénéficier de ces soins oncologiques de support parce qu'on le constate encore trop fréquemment, que ce soit les médecins généralistes, que ce soit les oncologues, ils n'en parlent pas trop. Ils traitent la maladie, bien sûr, de façon très efficace, très technique, mais le malade lui-même est souvent laissé à sa propre charge. Le médecin généraliste ne peut pas assurer le suivi que l'on souhaiterait, et tout ce qui est séquelles des traitements, tout ce qui est difficultés psychologiques, tout ce qui touche à l'alimentation et à l'activité physique adaptée nécessite des mises en place et des organisations très spécifiques. On oublie un petit peu trop souvent que l'organisation des soins oncologiques de support a fait l'objet d'un descriptif très complet dans la stratégie décennale de lutte contre les cancers, qui remonte à février 2021 et bientôt après 4 ans, on s'aperçoit qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
tant en ce qui concerne le financement, qui est la première rubrique de ces soins oncologiques de support, tel que décrit dans ce document de la stratégie décennale, puisqu'il serait question d'inclure la prise en charge de ces soins oncologiques de support dans le programme de loi de finances de la sécurité sociale dont on parle tant actuellement. Donc là, c'est certainement reporté encore d'une année au moins, et ce qui est bien dommage parce que même si les associations qui prennent en charge se dotent des moyens financiers, il serait bon que les pouvoirs publics puissent y participer à la hauteur qui leur revient. Il y a également la formation des professionnels, je l'ai dit, parce que trop souvent, les médecins généralistes et les oncologues spécialistes ne sont pas formés à cette pratique qu'ils doivent promouvoir auprès de leurs malades. Et ça, c'est également quelque chose sur lequel on a un petit peu avancé, mais il y a encore des tas de choses à mettre en place. Et je pense que la fréquentation des médecins généralistes ce soir à ce webinaire en témoigne assez significativement. En plus de ça, il était question d'établir, toujours dans cette stratégie décennale, un référentiel d'organisation, de façon à ce que les structures porteuses, en quelque sorte, puissent être reproductibles d'un territoire à l'autre et que ça ne soit pas réservé à des zones bien dotées en médecins ou en soignants, mais que ça soit équitablement réparti sur la totalité du territoire. Et ça, notre ancien président national, le professeur Axel Kahn, tenait beaucoup à ce qu'il y ait aussi peu de disparités, qu'il y ait une égalité de chance d'accès à tous les soins. Le cahier des charges doit garantir aussi la qualité des soins proposés. On connaît tous le panier des soins de support préconisé par l'INCa, mais qui doit être élargi et qui doit être quand même tout à fait respecté au niveau des financements. Mais également, il y a des tas de soins de confort qui doivent être très largement mis en place. Je pense aux soins de socio-esthétique et qui devraient être très largement diffusés, même, et ça on y pense un peu sur le territoire de l'Allier, à travers des structures mobiles qui pourraient se déplacer d'un endroit à l'autre. Ça, Sandrine André en parlera certainement tout à l'heure. Toute la prise en charge des patients au cours de leur traitement doit être intégrée à un programme personnalisé de soins et dont doit faire partie le soin oncologique de support. Ça, c'est encore à mettre en place et pour que le patient puisse bénéficier d'une information très éclairée et qu'il y adhère et qu'il puisse de cette façon-là suivre le parcours qui lui est proposé. Il y a une certaine continuité à respecter pour que les bienfaits des soins oncologiques de support soient confirmés tout au long des traitements. La proximité, j'en ai déjà parlé un petit peu, mais je crois que en conclusion, je dirais qu'effectivement, comme le disait mon confrère, il y a près des 2/3 des patients qui, 5 ans après, souffrent de séquelles des traitements. C'est probablement par la généralisation des soins oncologiques de support qu'on pourra espérer une diminution de ces séquelles, parce qu'il y a de nombreuses études scientifiques qui l'ont montré, que ce soit à travers l'activité physique adaptée, à travers les conseils nutritionnels, mais également les soins oncologiques de confort et bien sûr les soins psychologiques, les soutiens. Les séquelles des traitements sont largement diminuées et on observe une bien meilleure tolérance des traitements nous-mêmes et également une amélioration de la survie des patients et en tout cas significativement une diminution des rechutes de la maladie.
Voilà, je pense que j'ai déjà un petit peu trop long, mais ça sera certainement complété par les autres intervenants. Merci. Merci. Merci beaucoup. Du coup, je laisse la parole à Madame Miallier. Oui. Donc, l'espace à Contes se trouve à l'hôpital de Moulins, se trouve dans un pavillon prêté par l'hôpital de Moulins qui donne sur la voie publique qui est à 15 mètres du trottoir. C'est l'avantage, on peut pénétrer facilement sans croiser un chariot et une blouse blanche dans cet espace. Et Dieu merci, il est très vaste et on a pu le décorer de façon à ce qu'on oublie totalement qu'on soit à l'hôpital quand on rentre là. Donc, on a 12 thérapeutes qui travaillent, donc qui sont toutes rémunérées grâce aux bénéfices de notre manifestation annuelle La Bourbonnaise pour elle et au soutien de la Ligue contre le cancer. Donc, bien sûr, le panier de support de l'INCa, mais aussi la réflexologie plantaire, aussi une thérapeute de couple qui travaille aussi avec les conjoints, ainsi que notre psychologue qui peut voir également les conjoints et les enfants. Différents soins d'appât, du yoga, de la gym oxygène qui est en fait une marche avec un renforcement musculaire, de la marche nordique, bien sûr de la sophrologie, de l'art-thérapie, donc des ateliers diététiques bien sûr. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je ne sais plus. La réflexologie plantaire, je ne sais pas si je vous l'ai dit. Enfin voilà. Donc on a essayé d'avoir un panel extrêmement important de façon à ce que tout le monde puisse trouver quelque chose qui leur convient. Voilà, donc tous ces soins sont complètement gratuits. En ce qui concerne les soins individuels, donc massage, soins de socio-esthétique, soutien psychologique, thérapie de couple, donc les personnes peuvent venir une fois par mois à chacun de ces soins-là. Tout ce qui est soins ateliers, comme les ateliers diététiques, comme la sophrologie, comme l'art-thérapie, comme le yoga, bien sûr, tout ce qui est activité physique adaptée, ils peuvent venir toutes les semaines, sans problème. Voilà, on accueille les gens de l'annonce du diagnostic jusqu'à l'année qui suit la fin des traitements. Et bien sûr, on a été la structure retenue par l'ARS pour le parcours de soins post-traitement des cancers. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Si vous avez des questions. On a des messieurs, bien sûr, hein, on n'accueille pas que des femmes, on a des messieurs, pas beaucoup, 10%, pas plus, sur entre 80 et 90 personnes qu'on va voir sur une année, on a 10% d'hommes. Voilà. Merci beaucoup. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on pourra poser des questions à la fin de toutes les interventions, il n'y a aucun souci. Du coup, Entraide Cancer est connecté, mais je ne sais pas si vous réussissez à prendre la main pour activer votre micro. Je ne sais pas si vous êtes là. Oui. Non, je vous ai bien autorisé le micro, vous pouvez prendre la parole. Autrement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va peut-être présenter l'association suivante, peut-être le temps à Entraide Cancer du sein de réussir à prendre la main. Madame André, je vous laisse la main du coup. Oui,
Donc, on va vous présenter l'association Onco, mais je vais d'abord rebondir sur ce que disait Monsieur Boitelier par rapport au projet personnalisé de soins. Effectivement, on a vraiment un gros rôle au niveau des services d'oncologie par les infirmières de coordination d'identifier les soins de support. Ça se fait souvent en début de cure, mais durant l'ensemble du traitement, on leur propose ce que vous disiez, les soins de support standards. Et puis, on propose aussi l'ensemble des soins de support qui se font par les associations locales. On propose la Ligue, on propose Onco, bien d'autres associations comme les Petits Bonnets, par exemple. Et au fur et à mesure du parcours, on travaille en partenariat avec la Ligue qui est présente souvent pour des permanences, pour pouvoir effectivement proposer la prise en charge post-cancer. Du coup, on va vous présenter Onco à deux voix avec Sébastien. Donc, elle est basée sur Vichy. Elle propose effectivement des soins de support standards. Je décroche tout le temps. Et ma caméra, par contre, je ne sais pas trop où elle est pour essayer de retrouver. Donc, Alors, ça y est, Madame Goutet a réussi à se connecter, excusez-nous. Du coup, Madame Goutet, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser Madame André présenter Onco et puis on reviendra sur entrée de cancer du sein juste après. Donc, au niveau des activités que l'on propose, on propose de l'activité adaptée, la marche, du toucher relationnel, la réflexologie plantaire, les soins socio-esthétiques, la sophrologie, atelier avec des diététiciennes, art-thérapie, musicothérapie et aussi échange autour d'un café. Nous avons aussi eu un partenariat avec des étudiantes psychomotes qui ont animé des ateliers dans l'année. Voilà, sinon, je voudrais revenir un petit peu sur l'historique de l'association. En fait, c'est une association loi 1901 qui est née en février 2020 à l'initiative d'une patiente qui a été traitée sur le service d'oncologie donc du CHV. Malheureusement, cette patiente est par la suite décédée et elle tenait à ce que cette association soit pérenne. Et donc, on a pu pérenniser l'association en reprenant en fait cette initiative. Du coup, nous trouvons du soutien pour tous les soins les activités, les soins de support que nous proposons. On trouve notre soutien auprès de la Ligue qui nous aide. Et cette association a la particularité de prendre en charge les patients, les aidants et aussi il y a les soignants qui sont inclus sur aussi les activités et les différents moments de convivialité. On ne propose pas uniquement, alors nous c'est un peu atypique, pas que des soins de support. Les valeurs que prenait notre fondatrice, c'était bien-être, éviter la solitude, rompre la solitude, avoir des moments de convivialité. Donc on a beaucoup de moments de convivialité dans l'année avec des voyages, des soirées, afin que les patients et leurs aidants puissent participer à des moments et éviter d'être seuls. Donc, si vous avez des questions, on pourra en rediscuter tout à l'heure. Merci. Super, merci. Du coup, je vais revenir en arrière pour passer la main, pour donner la main à Madame Goutet. Voilà, pour présenter entrée de cancer du sein. Alors, Madame Goutet, êtes-vous là? Je viens de la voir, Madame Loiseau. Normalement, elle est là. Peut-être. Vous pouvez remettre votre micro. Les joies de la technologie. Bon, du coup, en attendant que Madame Goutet réussisse à mettre son micro, j'en profite pour dire notamment aux 3 médecins généralistes qui sont connectés. Donc déjà, merci d'être connectés. Et n'hésitez pas à envoyer vos questions ou vos commentaires sur le chat durant les interventions.
Et puis, on pourra vous donner la parole, bien sûr, après, mais si vous en avez en cours de route, n'hésitez pas. Madame Goutet, je vous laisse la main. J'ai un micro apparemment qui se réactive. Vous m'entendez? On vous entend bien, allez-y. Très bien. Je ne sais pas pourquoi il s'éteint tout seul. Oui, Martine Goutet. Donc, à Montluçon, je fais partie de l'association Entraide Cancer depuis environ 4 ans. L'association a été fondée il y a 20 ans maintenant par de bénévoles, comme partout, et qui propose essentiellement des supports de soins aux patientes. L'accès est maintenant un petit peu plus connu, mais c'est très confidentiel au départ. Docteur Boitelier signalait que oncologues, médecins généralistes ou autres spécialistes avaient, parfois peut-être peu de temps ou en tout cas peu d'initiatives pour orienter. Et maintenant, ça a beaucoup évolué. Il faut dire que l'association a été assez active avec des affichages. À l'hôpital, dans le service d'oncologie, ça commence à marcher un petit peu, à communiquer, à accepter l'idée qu'il y ait des bénévoles qui puissent apporter quelque chose de communication en dehors des soins, qui sont très abrupts quand même pour la plupart des patientes ou des patients. Super, merci beaucoup. Du coup, on pourra échanger plus précisément tout à l'heure. Moi, j'ai déjà 1 ou 2 questions qui me viennent. Je vais passer la main maintenant, du coup, à Madame Mialet et à Madame Badri enfin non, c'est Madame Dubost qui va nous présenter du coup, qui vont nous présenter, pardon, le parcours de soins global après traitement du cancer. Je commence Alors, donc, le parcours de soins post-traitement du cancer est un partenariat, l'ARS a proposé aux structures qui voulaient bien, la Ligue a répondu donc pour le département de l'Allier, de mettre en œuvre un parcours qui soit individuel sur 3 domaines en particulier, le soutien psychologique, la diététique et le retour à l'activité physique adaptée, en finançant des consultations individuelles de professionnels de santé. On a donc conventionné avec ces professionnels de santé qui ont accepté donc de faire partie du parcours et du coup de recevoir nos patients le plus rapidement possible. En général, c'est quand même assez rapide, dans les 15 jours, 3 semaines maximum. On a une réponse à partir du moment où le patient rentre dans le parcours. Ce parcours est prescrit par un médecin. Ça peut être le médecin oncologue. Pour l'instant, les plus gros prescripteurs sont les unités de soins où les patients subissent leur traitement actif. Et à la fin de ces traitements actifs, les médecins prescrivent donc le parcours en disant si il peut y avoir les 3 domaines ou un seul domaine. Ça dépend des besoins des patients. Pour faire connaître ce parcours soins global après traitement, sur Vichy, on fait des visites dans les services de soins pour informer les patients de la possibilité de ce parcours. Et du coup, c'est quelquefois, même assez souvent, eux qui le proposent à leur médecin traitant. Et jusqu'à présent, j'ai toujours eu 100% de validation par les médecins qui prescrivent à la demande donc du patient. Voilà, en gros, une fois que la prescription est faite, le patient, je les reçois. On discute un petit peu de leurs besoins. Ils m'expriment donc ce qui leur convient le mieux. Je leur propose les professionnels de santé qui sont donc à disposition pour mettre en œuvre ces suivis. Et après, le parcours est lancé. C'est le patient qui définit avec le professionnel de santé les fréquences. Et c'est vraiment quelque chose de très personnalisé. Voilà, pour l'instant, j'ai que des très bons retours. J'ai aucun patient qui a interrompu son parcours et la plupart du temps, ils sont très satisfaits de ces soins de support. Voilà ce que je peux dire. Alors, oui, à Vichy, donc je coordonne ce parcours pour le territoire de Vichy et Montluçon. Et pour Moulins, donc c'est l'association La Bourbonnaise pour elle. Voilà, je peux passer la main à Véronique.
Bon, merci Martine. Oui, alors la Bourbonnaise pour elle, ça se passe un petit peu différemment, c'est-à-dire que bien sûr, pour ce qui est du bilan d'activité physique, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est le DALIR avec lequel nous avons une convention qui fait ce bilan d'activité physique. Par contre, le bilan psychologique et diététique, ce sont nos thérapeutes de l'espace d'accompagnement. Donc, c'est notre psychologue et c'est notre diététicienne qui fait ça à l'espace. Voilà. Donc, c'est elle qui s'organise. En fait, on a essentiellement, nous, des prescriptions qui viennent du service de radiothérapie de l'hôpital. Quelques médecins de ville, mais pas beaucoup. C'est très compliqué. J'ai fait le tour des salles d'attente pour essayer de rencontrer les médecins. C'est vraiment très compliqué. Il y a un gros barrage, donc on voit les secrétaires, on essaie d'expliquer comment est le retour aux médecins. Je ne suis pas persuadée que ça soit très, très bien fait puisque on a très, très peu de retours. Donc, on a aussi beaucoup de malades de l'espace d'accompagnement qui savent que ça existe parce qu'on leur en parle et qui vont donc demander à leur médecin généraliste de leur faire une prescription. Voilà, mais les médecins, des prescriptions qui viennent de médecins de ville à des personnes qui ne sont pas passées par l'espace d'accompagnement, c'est quand même excessivement rare. On en a quelques-uns, mais c'est parce que ce sont des médecins que je connais personnellement, mais sinon, non, on n'en a pas. Voilà, sinon, Martine vous a tout dit. Super, merci. C'est intéressant parce que nous, on fait ce même webinaire sur d'autres départements et ça se passe vraiment différemment à chaque fois. C'est intéressant. Et bah, du coup, écoutez, on va peut-être pouvoir passer au témoignage. Alors, je suis désolée pour les deux témoins qui sont avec la Ligue, puisque j'avais pas vos noms. Vous êtes les témoins surprises, donc j'ai pas pu vous noter. Mais évidemment, on a le temps pour écouter vos 3 témoignages, bien sûr. Donc, je sais pas, Madame Zuliani, peut-être vous commencez, et puis comme ça, après, vous pourrez enchaîner au niveau de la Ligue. Ouais, ok, je vais commencer alors. Alors voilà, moi c'est vrai que quand je suis tombée malade, donc j'ai été donc arrêtée à partir de fin juin, le 28 juin, et j'ai démarré la chimio le 3 juillet. J'ai été suivie à Jean Perrin, à Clermont, et après moi j'ai eu plein de docs qui m'ont été donnés, notamment où trouver dans mon département, notamment quelqu'un qui pourrait me faire une perruque, etc. Et j'avais déjà du coup la documentation de la Cante. Donc moi, ça m'a été transmis par Jean Perrin. Donc sur la période de juillet-août, j'ai pas trop fait parce que voilà, j'estimais derrière que mon ami est instit, des enfants encore scolaires, étudiantes, etc. Donc c'est vrai que je me suis dit oh c'est les vacances, je vais attendre. Mais par contre dès le mois de septembre, j'ai commencé bien sûr à m'intéresser aux soins esthétiques, sachant que j'en faisais à Jean Perrin aussi, puisqu'à Jean Perrin ils ont l'espace Eri. Donc, soins esthétiques et massage, là-bas, j'y suis allée, j'ai vu la diététicienne aussi là-bas. Enfin bon, voilà, j'ai fait des choses aussi à Jean Perrin sur juillet-août. Et après, sur septembre, j'ai continué et à Jean Perrin et à la Cante. J'ai joué sur les 2 tableaux. Donc, voilà. Que dire de tout ça ça apporte beaucoup aux malades, aux patients. Déjà, ça fait sortir. Alors moi, j'ai la chance. C'est vrai que je trouve que la Cante, là où c'est situé, là où je suis domiciliée, etc. Enfin bon, moi, je venais à pied, ça m'allait bien. Je comprends après que pour d'autres personnes, c'est plus compliqué. Moi, j'ai eu cette chance que ce soit près de chez moi. Et j'ai profité de tout. J'en profite encore un peu parce que j'ai repris le travail à temps partiel, mais à mi-temps thérapeutique, mais j'en profite encore un peu. Et toutes ces personnes-là, déjà, ça fait qu'on sort de chez soi. Donc, ça oblige aussi un petit peu à se dire, bon, allez, et que ce soit sur des soins individuels qui sont très importants parce que, voilà, moi, mon premier massage, quand j'ai dit, on le fait comment, la tête aux pieds, j'avais plus de cheveux,
Et la masseuse m'a dit, mais c'est comme vous voulez, Marie-Noëlle. Si vous voulez enlever votre perruque et tout ça. Et en fait, j'ai enlevé ma perruque et ça m'a fait un bien fou. Parce que c'est vrai que quand on n'a plus de cheveux, et de là de se faire masser la tête, de la tête aux pieds, c'était trop bon. Voilà, c'est un des grands souvenirs que j'ai de mon premier massage. Voilà, après la réflexologie plantaire, c'est super aussi. Les soins esthétiques, se faire du bien au visage. Moi, j'ai beaucoup joué sur les soins du visage et tout ça, parce que évidemment, des problèmes un peu de peau et compagnie, ça fait du bien. Et puis, aller un petit peu de maquillage, un petit truc, c'est quand même bien sympa. Donc, ces soins, moi, j'ai pas joué après dans les soins psy ou autres. J'en ai pas eu le besoin, j'en ai pas ressenti le besoin. Mais c'est vrai que tout ça, en tout cas, les soins individuels m'ont beaucoup apporté. Et les soins collectifs aussi, parce que moi j'ai été, j'étais quelqu'un qui était assez sportive, donc bon, ça avait été compliqué le mois de juillet et de août, donc j'ai repris après la gym adaptée, mais c'est vrai que tout ce qui est sophro, yoga, je l'ai moins fait, mais je l'ai plus fait sur la fin de traitement, ça m'intéressait moins, et puis j'étais très occupée parce qu'en fait, avec tout ça, on est en arrêt maladie, mais on est occupé 5 jours sur 7, tous les jours. Donc, à un moment donné, il faut se poser quand même un petit peu. Donc, moi, je me gardais le lundi pour me poser un peu plus. Et les soins, tout ce qui est ateliers collectifs, les ateliers de convivialité animés par Véronique ou d'autres bénévoles, l'art-thérapie qu'on a fait aussi, enfin bon, la gym oxygène, elle en a parlé. Et tout ça, la marche nordique mise en place, enfin Véronique a mis en place de nouvelles choses, vraiment, elle bouge, elle fait beaucoup bouger les choses et là on a un atelier, alors on en parlerait peut-être aussi, mais un atelier avec le CNCS, le Centre National du Musée de Costumes de Scène, c'est un atelier couture. C'est la personne du CNCS qui a eu des financements et qui a proposé, mais franchement, sur du collectif, moi j'ai fait des super rencontres. C'est des amis, ça va être des amis pour la vie, je pense. Et voilà, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien et ça me fait encore beaucoup de bien. Et je ne vais pas couper le cordon avec beaucoup de monde parce que j'ai vraiment fait de très belles rencontres. Et la gym adaptée, c'est génial. C'est pareil parce que voilà, quand on est opéré, quand on a une mastectomie, etc., on ne peut plus faire pareil. Et donc là, la gym adaptée, c'est en lien avec le PGB, ça a permis aussi derrière de mobiliser ce bras. Et puis, alors, on n'en a pas trop parlé, mais je vais quand même faire une petite dédicace aussi au kiné, parce que, voilà, le kiné fait partie du parcours de soins aussi, parce que, voilà, quand on est opéré d'une mastectomie, le chirurgien, c'est bien qu'il nous fasse une prescription pour du kiné, parce que mobiliser le bras pour après les futurs rayons, c'est bien, le faire travailler, se retenir droite, etc. Enfin bon, voilà, le RKS, le réseau des kinés des cancers du sein, est là aussi pour nous aider et nous permettre aussi derrière de se bouger. Voilà. Donc tout ça est important et tout ça, effectivement, je pense, fait que derrière, on garde le moral, on garde la niaque, on échange, et on n'échange pas que de la maladie, on se marre beaucoup et ça aussi, ça fait du bien. Voilà, c'est des super rencontres. Derrière une belle merde, on a de super belles choses. Voilà, je ne sais pas si après je peux rajouter autre chose, mais en tout cas, beaucoup de chance pour moi d'avoir cette association près de nous. Merci beaucoup. C'est vrai que là, on va avoir 3 témoignages de patients qui ont eu un cancer du sein, mais les soins de support, c'est pas que pour les cancers du sein, c'est pour tout type de cancer finalement. Donc, j'imagine que les bienfaits sont peut-être pas les mêmes pour tous. Le kiné est très important dans le cadre d'un cancer du sein, mais j'imagine que c'est dans le cas dans beaucoup d'autres aussi. Et c'est peut-être pas un professionnel de santé auquel on pense en premier. Oui, alors que, moi, quand j'ai eu le cancer du sein, moi, dès le départ, j'ai un collègue qui m'a dit, je connais quelqu'un, c'est la kiné, tu verras. J'avais déjà pris contact avec elle au mois de juin. Elle m'a dit, faut me recontacter quand vous aurez la date d'opération. Et une semaine après, on y va, quoi. Une semaine après l'opération, on était déjà à faire des mouvements, des machins. Fallait y aller. Donc ça, après, voilà. C'est quand même bien aussi derrière pour essayer de retrouver un mouvement un peu plus, s'étirer, etc., quoi. Des mouvements qu'on peut garder, moi que je fais toujours
Après, j'ai été opérée au mois de décembre. Je suis toujours quotidiennement sur ces exercices qui m'ont été donnés derrière de mouvements au niveau de la cage thoracique, etc., quoi. Donc, c'est important, voilà. Vous avez Et dit, après, madame, tout est important, hein. Enfin, après, voilà, on est des équipes après, hein, derrière. Bien Que sûr. ce soit médecin traitant, l'oncologue, les infirmiers, les radiothérapeutes, les infirmières, enfin bon, voilà, c'est une bataille. Et vous vouliez faire un commentaire? non, je voulais juste, c'est vrai, comme madame Giuliani, moi je connais assez peu, mais vous dites qu'il y a un réseau de kinés des seins, donc qui est spécialisé, peut-être aussi Oui, pour le drainage lymphatique, c'est éventuellement, ça. et aussi en même temps pour les personnes qui ont eu des mastectomies, effectivement, pour la rééducation de la cage thoracique. C'est assez important, votre témoignage est très intéressant. Et c'est sur le RKS, hein. Alors après, nous, c'est Silcan, hein, chez nous, à Iser, bon, bah voilà, elle est très impliquée là-dedans, hein, donc c'est super. Et c'est vrai qu'il y a encore des oncologues qui sont réfractaires à prescrire du kiné, hein. C'est quand même, voilà, c'est quand même dommage qu'ils sont dans le refus. Donc bon, après, voilà, après, c'est comme ça, c'est pas. Mais en tout cas, pour rebondir sur tout ça, enfin, vraiment, enfin, merci à toutes, parce que je pense que voilà, que ce soit Vichy, Moulins, Montluçon, c'est beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement et beaucoup de bénévolat, mais ça fait un bien fou, en tout cas, pour les patients. Pour le Donc, moral et physiquement aussi. merci à vous, les bénévoles et tout ça, parce que derrière, sans vous, la vie serait beaucoup moins gaie, moins fun et on se porterait moins bien, je pense. Merci Marie-Noël. Bah, de rien, parce que je sais que vous prenez beaucoup de temps pour tout ça. Et voilà, s'il y a des nouvelles choses qui se mettent en place, c'est aussi parce que vous y allez, voilà. Ouais. Donc bon, c'est bravo. C'est un Merci. plaisir partagé. Bon, je laisse la parole parce que il y en a encore. Ouais, on va laisser la parole aux deux témoins qui sont avec Madame Badrif. Vous avez peut-être d'autres points de vue aussi à partager. Bonsoir, je suis donc Dominique Soala. J'ai été opérée il y a un peu plus d'un an à Gustave Roussy parce que mes enfants habitent Paris. Et après ma radiothérapie, on m'a prescrit de l'hormonothérapie. Je suis revenue chez moi à Vichy. Et lorsque je suis partie de Gustave Roussy, on m'avait parlé de soins de support. Donc j'ai trouvé Madame Dubost j'ai eu rendez-vous avec elle, qui m'a expliqué pour les activités physiques adaptées, parce que pour moi c'était hyper important, étant donné que ce traitement d'hormonothérapie donne beaucoup de douleurs, beaucoup d'inconvénients, notamment beaucoup de douleurs. Et c'est très difficile à supporter. Et j'ai eu aussi la chance comment dirais-je, de bénéficier de soins d'une diététicienne, parce que c'est pas toujours facile avec ces traitements de garder une silhouette comme j'avais envie. Voilà. Donc j'ai eu la chance de pouvoir d'être suivie par une diététicienne et nous avons des rendez-vous lorsque j'en ai besoin et parce que des fois ça va bien, des fois ça va moins bien. Avec l'activité physique, je vais avec le Dahlia. Là, donc, j'ai bénéficié de soins 2 fois par semaine dans une salle à Vichy. J'avais d'abord eu un entretien avec le Dahlia qui avait été capable de trouver mes compétences et mes incompétences. Donc, j'ai suivi autant du Pilate que de la marche. Et cette année, je fais une activité physique avec une autre association, mais de quartier. Et en parallèle avec la Ligue, je fais partie de l'association Oco Co. Moi qui suis une femme seule, c'est hyper important cette association. Les contacts que j'ai, les voyages, les réunions entre nous, pour moi, c'est un bonheur immense. Et l'éloignement des enfants est, comment dirais-je, est moins difficile. Voilà. C'est ce que j'ai à dire et je vous remercie parce que vraiment, je me sens moins seule. Donc, je suis Patricia Chaumet, donc j'ai été opérée
du cancer du sein aussi. Donc, j'ai eu chimiothérapie, radiothérapie derrière. Donc, j'ai été suivie au pôle Santé République. Et donc, c'est mon radiothérapeute qui m'a fait part du parcours et qui m'a prescrit des séances. Donc, j'ai ressenti un besoin de faire un parcours psychologique, un suivi psychologique. J'ai été beaucoup impactée déjà par la maladie et les suites de la maladie. Donc, à l'arrêt des traitements, on se retrouve un peu tout à coup seul. On n'est plus tout à fait sous l'aile de l'équipe médicale. Donc, du coup, je me suis sentie complètement un peu démunie. Donc, ce suivi psychologique, là, m'a vraiment apporté beaucoup. Il m'a permis d'être déjà plus indulgente envers moi. Il m'a permis aussi de gérer plus mes émotions, mes inquiétudes, de pouvoir dialoguer avec mes enfants, mes petits-enfants. Et je pense que sans ce parcours, j'aurais eu du mal à faire la démarche avec eux d'aborder certains sujets. Des sujets qui n'ont pas été abordés pendant ma maladie. Donc, j'ai pu l'aborder grâce à la psychologue qui m'a donné les conseils donc adéquats. Et donc, ce film m'a vraiment fait du bien. Voilà. Super, merci beaucoup. Ce qui est peut-être important de dire aussi, c'est que finalement, ce parcours de soins après le traitement, il est valable jusqu'à 1 an après la fin du traitement, mais finalement, c'est une amorce. C'est une amorce de soins de support, c'est une amorce de soins de confort, de bien-être, de prendre soin de soi, ou même de continuer un suivi psychologique, etc. Donc c'est important, je pense, là je m'adresse surtout aux médecins généralistes, même finalement si le patient vous parle des soins de support 9 mois après la fin du traitement, faut pas hésiter à l'orienter parce que ça amorce quoi. Voilà. Moi, je vais rajouter un petit quelque chose. J'allais dire, je reparle encore du kiné, mais bon, c'est vrai que, comme disait alors je n'ai plus les prénoms, hein, je ne sais plus laquelle des deux d'entre vous de patiente, la dernière, vous m'excuserez. Patricia. Comment? Patricia. Oui, Patricia. Voilà. Donc, en fait, c'est vrai qu'il y a ce moment de solitude un petit peu. Enfin, oui, voilà, on sent la solitude à la fin du traitement. Voilà. On sent, on est très porté, les chimios, c'est oui, voilà. toutes les semaines, etc. Donc, on est en train de tout ça, on y va toutes les semaines. Après, il y a moi, j'ai été opérée, puis après, on ne revoit pas le chirurgien avant 1 mois. Et c'est vrai que moi, la kiné, elle m'avait dit, mais après, vous êtes un peu abandonnée, vous êtes toute seule, quoi. Oui, voilà, on se sent abandonné, voilà, c'est ça. Alors, moi, j'ai un sein en moins, vous avez un sein en moins, et en fait, rien ne se passe avant que vous revoyiez le chirurgien 3 semaines après. Elle dit, nous, on a aussi ce rôle-là. Elle dit, c'est pour ça, 1 semaine après, elle dit, on ne va pas vous faire des super mouvements et compagnie, mais voilà, on pourra quand même parler aussi. Voilà, parce que c'est vrai que, comme vous le dites, il y a un moment où il n'y a plus rien qui se passe. Oui, voilà, oui, c'est vrai que c'est pas facile cette période-là, en fait. Voilà. Bon, en plus, c'était au mois de décembre, donc bon, c'est pas non plus. Voilà. Enfin, voilà. Super, merci. Je ne sais plus laquelle d'entre vous a dit que finalement, il y a beaucoup de prescriptions qui sont demandées par le patient et qui ne viennent pas spontanément des professionnels de santé. C'est vraiment tout l'intérêt de nos tentatives de webinaire et de la promotion que vous pouvez faire en tant qu'association, de parler des soins de support un petit peu partout pour que finalement ça se démocratise et que les professionnels de santé vraiment connaissent et puis s'en parler à leurs patients. Hein. C'est quand même dingue que ce soit les patients qui demandent. Nous, on a 2 pages Facebook, une page sur la Bourbonnaise pour elle, une page à Kant, et on essaie vraiment d'être actif de ce côté-là et de faire visiter l'espace, voilà, de faire parler les thérapeutes de façon à ce qu'elles expliquent ce qu'elles font, etc. Donc, voilà, c'est pas simple, il faut aussi que les gens suivent, voilà. Mais bon, on essaie de faire de notre mieux de ce côté-là. Communiquer. C'est
C'est vrai que c'est un gros boulot parce que finalement, dans les hôpitaux, dans les cliniques, je pense qu'ils sont plus au courant. Mais puisqu'il y a quand même du suivi, il y a des traitements qui sont faits. Mais je pense particulièrement aux patients, finalement, qui passent uniquement entre guillemets, hein, en chirurgie et qui n'ont pas de traitement. Une personne qui va se faire enlever un mélanome, qui va se faire enlever une tumeur, qui a pas de traitement derrière, finalement, il y a pas de suivi et je suis pas sûre que ces personnes-là, on leur propose un soin de support. Est-ce que vous avez besoin d'un suivi psychologique? Parce que mine de rien, ça a pas duré longtemps, mais oui, vous avez eu un cancer et là, une personne qui passe pas dans un centre de cancéro ou vraiment sans suivi, je suis pas sûre qu'on lui propose et du coup, elle en a pas du tout connaissance, quoi. On a une personne là, Véronique, c'est Irène. C'est une personne qui a été opérée, en fait, qui n'a pas de traitement, mais qui participe, hein, alors je ne sais pas comment elle a eu les infos, mais elle a été opérée et elle n'a pas de traitement, elle n'a pas eu de chimio, elle a juste, entre guillemets, eu opération, hein, qui est pas anodine non plus. Mais voilà, elle participe, elle vient sur la marche nordique et tout ça. Donc je pense que voilà, mais bon, après, c'est pareil, hein, pour la gym adaptée, etc. Enfin, même les oncologues, quand on leur dit, enfin, je sais pas si un peu nous, avec le PGV qui fait de la gym adaptée, on a un document à faire compléter par le médecin qui est un certificat médical, en fait, avec ce qu'il faut éviter ou autre, etc. Et quand on présente ça enfin, moi, quand j'ai présenté ça à l'oncologue, elle m'a regardé un peu avec des yeux. Et pareil avec le médecin traitant, quand j'ai refait compléter, c'était un peu, halluciné un petit peu. Mais je dis, oui, mais voilà, c'est pour adapter en fonction d'eux. Et si jamais, voilà. Donc bon, on sent bien que c'est pas là, hein, encore. Hein. C'est pas systématique, bien sûr. Ouais, non. Et du coup, je rebondis au niveau du parcours de soins, le parcours global proposé par l'ARS. Justement, une personne qui n'a pas de traitement, qui a juste eu de la chirurgie, est-ce qu'elle y a droit ou pas? Oui, tout à Oui, fait, quand oui. même. Oui, bien sûr. Bien On sûr, parle de ce qui est post-traitement, alors. c'est une prescription, mais oui, bien sûr. Non, de ce côté-là, l'ARS ne pose pas tellement de problèmes. Nous, on a même vu des gens qui étaient en dehors de notre secteur. J'ai contacté l'ARS parce que j'avais une demande d'une personne de la Nièvre et il n'y avait personne à ce moment-là. Comme on est à quelques kilomètres de la Nièvre, Moulins, c'est vraiment le nord du département. Il n'y avait personne dans la Nièvre qui proposait ce parcours de soins. Donc, l'ARS m'a autorisé à avoir cette personne-là. Donc, oui, je crois qu'ils ne sont pas, de ce côté-là, ils ne sont pas très regardants. Au niveau des médecins généralistes qui sont connectés, est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Peut-être un petit tour de table avec chacun, comme ça permet un peu de se rencontrer, de discuter. Je vais obliger personne. Non, mais Je vais obliger personne. Par contre, hop, j'autorise les micros hein, de tout le monde, parce que c'était coupé d'office hein, au moment de la connexion. Mais du coup, si quelqu'un veut prendre la parole, il ne faut pas hésiter. Madame Goutet. Oui, vraiment, je raté d'une part pour l'association et en plus, je trouve bon. Bien sûr, j'ai été opérée avec de la thérapie dans une période post-Covid où il n'y avait aucune proposition de la moindre prise en charge du pré-cancer. Tout devait se passer normalement et déranger personne. Et avec les généralistes, je crois qu'il y a une méconnaissance aussi de ce que vivent les femmes après déjà la diagnostic du cancer. Tout le monde le sait, mais c'est pas toujours facile à vivre, même quand on a des ressources personnelles. Et comme l'ont dit beaucoup des dames qui sont intervenues, le fait de prendre contact avec des gens qui vous écoutent, même de participer entre patients qui ont vécu des moments difficiles, il y a des moments de partage, il y a des permanences, il y a des rencontres. Je crois que c'est très, très, très utile. Alors, les soignants sont indispensables, on ne les propose pas forcément. Les kinés, on en a parlé. Le gym, c'est super quand on peut y accéder. C'est très bienveillant. Mais puis les entretiens, je crois que c'est peut-être de nos
campagne l'annonce signalée. Je pense que avec les cancers, mais tous les cancers, hein, les échanges, voir d'abord des survivantes, puisqu'on nous appelle toujours des survivants, et que finalement on peut vivre, échanger, etc. Et ça fait passer les moments difficiles, de complications thérapeutiques parfois, etc. Donc je pense que ces bénévolats, ces échanges, les permanences, les entretiens, bon, je pense qu'à il y en a tous les mois, je crois que dans toutes les villes, il y en a. C'est très, très important de contrôler, de voir, de participer et entre nous et puis échanger et voir que finalement, bon, certaines vont moins bien par moment et d'autres finalement vont assez bien et on se soutient. On fait des belles rencontres, certains de collègues, on fait des très. Donc voilà, c'est important. Pour les généralistes, c'est compliqué. Ils ne se sont pas investis, ils veulent faire ce qui est médical. Les oncologues, les radiologues aussi, ils veulent faire un bon, bien réussi. Le reste, c'est compliqué à partager avec eux, je pense. Pour beaucoup d'entre eux, certainement. Ouais. Merci. Désolée, le son était très mauvais, on faisait des grimaces. Désolée, mais on a compris l'idée. On a bien sûr compris l'idée. Merci. Docteur Reynaud? Oui, bonsoir. Donc, j'entends beaucoup de choses là. Sur le secteur de Vichy, hein. Les soins de support, très intéressants. Moi, je suis venu ce soir parce que je connaissais pas du tout. Et c'est vrai que quand j'entends dire que les médecins généralistes font peu ou pas très impliqués, etc., il faudrait d'abord qu'on ait de l'information et puis qu'on voit quelque chose. Parce que pour le moment, dans les quelques patients qu'on peut avoir, enfin que j'ai, et qui sont concernés par ces pathologies, je n'ai pas à oui dire et personne n'est venu de réclamer même des prescriptions. Je ne savais même pas qu'on pouvait faire des prescriptions à ce sujet. Donc, il y a sûrement une information qui ne passe pas. Voilà, parce que je pense que dans le contexte actuel, on a vu quand même les traitements évoluer de façon très favorable. Je veux dire, ça n'a aucun rapport avec il y a 30 ans, hein, parce que moi je remonte à peu près à 30 ans d'installation. Voilà, hein, on avait le traitement, ça marchait plus ou moins bien, etc. Là, maintenant, on a des traitements, c'est sûr, qui ont largement amélioré les choses, hein, en termes de survie, et c'est vraiment spectaculaire pour certaines pathologies, mais avec des effets secondaires qui sont notables, hein. En particulier, on a quand même beaucoup de choses neurologiques, dermatologiques maintenant, qu'on n'avait pas auparavant. Donc, les soins de support, tout à fait d'accord. Je pense que les médecins généralistes sont tout à fait preneurs et pas penser qu'ils sont obtus et complètement déconnectés par rapport aux besoins des patients. Ça me paraît difficile à entendre. Alors, voilà, je pense qu'il faut relayer l'information. Il faut aussi quand même que ces soins de support, M. Wattelier l'avait dit, je pense aussi qu'il soit la garantie qu'il soit protocolisé, parce que déjà, on part un petit peu dans une nébuleuse. On ne sait pas trop ce qui se fait à bout de la chaîne. Alors, on nous demande beaucoup de prescriptions, mais la mode actuellement, c'est la tendance générale, c'est quand même de demander des prescriptions aux généralistes. Donc, à la fin, on a quelque chose, mais qui n'est pas forcément très bien protocolisé. Alors, pour les patients, c'est peut-être difficile à comprendre ce terme-là et ce que ça veut dire derrière. Mais il faut aussi que lorsqu'on prescrit, ça corresponde à une nécessité, une efficacité. On ne peut pas prescrire simplement parce que la dame, elle a entendu dire qu'il fallait de l'acné, etc., parce qu'on ne sait pas. Beaucoup de demandes de prescription se font sur des gens dont on ne connaît même pas la compétence réelle. Voilà, donc il faut de l'information. Je pense que pour le moment, le relais information ne se fait pas, honnêtement. Enfin, je ne sais pas, je vois ma jeune confrère là qui est présente là ce soir. Elle a peut-être une autre version à vous donner. Moi, à ce jour, franchement, soins de support, je ne connaissais même pas, hein, d'accord? On a des patients qui sortent de l'hôpital, etc., qui ont des suivis, mais soins de support, personne m'en a parlé. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on ne peut pas mettre tout sur le dos des généralistes. Je ne pense pas que les généralistes soient aussi obtus que ça à ce genre de soins. Ils sont tout à fait favorables à ce que leurs patients puissent bénéficier, d'autant plus que maintenant,
ça vous l'avez tous compris, on est quand même assez débordé. Donc, si quelqu'un prend le relais et que ça fait du bien aux patients et que c'est efficace, eh ben, franchement, c'est le mieux qu'on leur souhaite. Merci. Merci. Merci Merci pour beaucoup. votre témoignage. Bonsoir, docteur. Je me permets, je voudrais vous poser une question. Qu'est-ce que vous nous conseillez pour justement améliorer cette communication? Par exemple, à Moulins, la CPTS Nord-Allier a organisé une soirée, enfin un après-midi dédié au public et une soirée dédiée aux médecins, aux professionnels de santé. On n'a pas eu un seul médecin généraliste qui se soit déplacé ce soir-là. Alors, est-ce que vous avez une petite idée d'un moyen qui pourrait être efficace pour pouvoir communiquer aux médecins? Moi, je crois qu'on peut passer tout simplement par les prescripteurs initiaux, hein. C'est souvent les oncologues, hein, vous l'avez dit, hein, voilà, de mettre en route. Je pense qu'il y a, voilà, je pense que c'est un petit peu, il faut lâcher la balle dans la descente, hein. Après, ça se greffera tout seul, hein. Si vous commencez à lancer un peu l'idée que voilà, qu'il existe des choses, etc. Des prescriptions, d'ailleurs, vos témoignages vont dans ce sens, hein. La dame, hop, elle était voir, on lui a dit que ça existait. Ensuite, elle a été voir le kiné, elle a été voir ci, elle a été voir ça, elle a été voir son médecin. Donc, je pense que ça fera boule de neige. Actuellement, peut-être qu'il y a, oui, une saturation de ces demandes un petit peu qui partent un petit peu dans tous les sens, dont bon, moi, je tiens un petit peu à ça. Dont on ne sait pas forcément s'ils sont officiellement recommandés, etc., etc. Moi, des prescriptions de soins de confort, honnêtement, j'en ai jamais fait. D'accord? Voilà. Donc, personne n'est venu me dire. Voilà. Donc, je pense qu'il faut commencer par ça, quoi. D'accord? Ouais, nous, ce qu'on se disait au niveau de l'URPS, on peut peut-être essayer, parce qu'on essaie de sensibiliser les généralistes via notamment ces webinaires, via de l'information à travers les newsletters. Bon, la mayonnaise prend pas forcément, et puis on sait pas trop l'impact que ça a. Par contre, effectivement, on peut peut-être essayer de travailler, nous, avec, enfin, voir en tout cas pour passer le message au niveau des oncologues et éventuellement radiothérapeutes libéraux, au moins pour leur demander, bah, eux, vu qu'ils ont l'information, ou au moins ceux qui sont au courant, de redescendre sur le terrain auprès des généralistes. Entre Oui. confrères, du coup, le message passe peut-être mieux aussi que quand c'est descendant Parce que de l'institution, quoi. ce qu'on va essayer, enfin, effectivement, mais nous, on communique avec les médecins libéraux, il y a assez peu. Je crois qu'il y a une trentaine de cancérologues libéraux et en radiothérapeute sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais on peut essayer de communiquer avec eux, mais aussi on va essayer de communiquer comme on le fait ce soir. Vous êtes peu nombreux, mais c'est un petit peu comme c'est comme les apôtres, hein. On sait. Le troupeau peut grandir après par la communication, mais aussi, on peut aussi communiquer par newsletters ou par un magazine Trait d'Union qu'on envoie à tous les confrères. Et ça peut être assez intéressant parce que moi, j'étais un peu comme le docteur Reynaud. Lorsqu'on a fait le premier webinaire, c'est il y a à peu près 3 ans pour En 2023. 2023, C'était l'année dernière, hein. avec, non, mais avec Avec- votre prédécessrice. Ah, c'était bon, bah, écoutez. J'étais pas là, moi, en 2023. Excusez-moi. Alors, donc, je connaissais assez peu, hein, les soins de support. Pourtant, je travaille dans un établissement où on opère 350 cancers du sein par an. Et donc, il y a effectivement, on a une association aussi qui existe dans notre structure. On a une structure donc associative, et par ce biais-là, on a des financements et on a mis en place les soins de support. Mais effectivement, c'est un petit peu moins connu. Je pense qu'il faut qu'on diffuse l'information. On pourra le faire à la fois auprès des quelques cancérologues et médecins libéraux, mais nous, on peut le diffuser soit par des soirées comme maintenant, et on remercie les différents intervenants de votre soutien, la Ligue, et puis les différentes associations. Et on pourra aussi peut-être l'écrire et le formaliser sur papier, sur des newsletters et sur Trait d'Union, qui est un format à papier, l'autre est un format électronique. Exactement. Faut multiplier les canaux de toute façon, hein, canaux de communication. Après, pour revenir sur les cancérologues et enfin aussi les hématologues, mais les cancérologues, et c'est vrai qu'ils sont très sollicités. On leur demande, parce qu'il n'y a pas que le cancer du sein, il y a le cancer du pancréas qui est en pleine évolution, on leur demande d'aller très vite, de faire plein de choses. C'est vrai qu'il faut avoir des cellules, des structures. Alors, au sein de la cellule de cancérologie, ça peut être le médecin qui s'en occupe. Il peut y avoir
nous, on a des médecins qui sont associés, on a deux cancérologues, 2 hématologues et 2 médecins généralistes qui s'occupent des patients dans les services, qui peuvent aussi transmettre l'information. On peut avoir des infirmières en pratique avancée qui vont gérer des fois aussi ce rôle de soins de support. Mais effectivement, vous l'avez montré, il faut vraiment articuler la communication pour que ce soit connu et qu'on puisse le diffuser. Je vais peut-être laisser la parole à d'autres personnes. Peut-être, je crois que M. Reynaud, vous aviez dit qu'il y avait une jeune confrère généraliste qui était présente, si elle peut nous donner son point de vue, son avis. J'en profite Si parce que c'était le docteur Vendéou, elle s'est déconnectée. elle s'est déconnectée. Bon, moi j'en profite un petit peu pour. J'avais noté quelques petites remarques. C'est-à-dire que comme le disait le président de la Ligue, on souhaiterait avoir un programme personnalisé de soins avec. Donc, on s'est aperçu que ces soins de support, ils sont adjuvants à la thérapeutique, mais ils continuent aussi après l'arrêt de la thérapeutique, je crois jusqu'à 1 an après la fin du traitement. Monsieur Boitelier nous a aussi dit qu'il attendait le financement de la sécurité sociale par cette nouvelle loi de financement qui pourrait inclure effectivement ces soins de support, puisque pour l'instant, c'est des financements par l'ARS. On a vu, je trouve que c'est assez intéressant, c'est aussi de rompre cette solitude et de créer de la convivialité auprès de tous ces patients qui sont atteints de cette pathologie. Il faut aussi soutenir les aidants, parce que c'est aussi difficile pour les membres de la famille ou pour les membres proches pour effectivement traverser cette période de soins. Je vous poserai une petite question pour connaître un peu le nombre de patients que vous avez pu suivre sur l'Allier depuis que les soins de support sont en place. On a bien noté la difficulté de rencontrer les médecins et on essaie de trouver des pistes. Je trouve aussi intéressant, moi je connaissais assez peu le réseau de kinés sur les seins. J'avais un petit point de vigilance, mais je peux me tromper, mais vous me confirmerez si je me trompe, de faire attention peut-être à l'immunothérapie, qui est une nouvelle thérapeutique très efficiente. Je prends par exemple des triples négatifs en néoadjuvant, mais il peut y avoir aussi l'immunothérapie, bien vérifié chez les patients l'apparition effectivement d'effets secondaires qui peuvent être des troubles cognitifs, donc un certain degré de vigilance. Enfin, vous me confirmerez si je dis pas d'erreur, c'est que j'avais cru comprendre lors d'une radioscopie le cancer. Voilà, c'était quelques petites remarques que j'avais faites, mais c'est vrai que des fois, il nous faut aussi, nous aussi, médecins de l'humilité pour comprendre que nos thérapeutiques, c'est bien, mais ça suffit pas pour guérir et qu'il faut amener d'autres canaux qui, au début, peuvent parfois, des fois, paraître un peu exotiques, mais l'essentiel, c'est que le patient se sente bien et puisse être remis sur les rails après cette épreuve. Je vais vous demander un petit peu le nombre de patients, Monsieur Voitelier, que vous avez pu traiter ou suivre dans l'Allier. Vous n'avez pas votre micro. Vous n'avez pas coupé les micros. Non, non. Je peux vous le mettre si vous voulez. Hop. Voilà, oui. Voilà, c'est bon. Merci. Oui, je pense que ce sera plutôt les responsables des associations partenaires qui pourront vous donner les chiffres, parce que moi, je ne les ai pas de façon très détaillée. Par contre, j'en profite juste un tout petit moment pour revenir sur l'importance de toute la chaîne d'acteurs pour à la fois diffuser l'information quant à ces soins oncologiques de support, et même depuis la première consultation d'annonce, je crois que c'est important d'informer le patient qu'il y aura droit aux soins oncologiques ou au parcours de soins global. Et tout le monde a son rôle, même au niveau des réunions de concertation pluridisciplinaire, ça devrait être tracé dans le dossier patient que le patient est informé. Parce que comme vous le disiez très justement, il y a des patients qui vont être opérés mais qui n'ont pas de soins complémentaires, pas de chimio ni de radiothérapie complémentaire. Et puis après, il y a aussi tout le rôle de l'infirmière coordinatrice tout au long des soins de chimiothérapie en particulier, et ça c'est absolument fondamental parce qu'à chaque fois qu'elle voit le patient, elle peut lui rappeler tout ce qui peut accompagner son parcours. Il y a également la visite aux malades, et ça je voudrais vraiment remercier très chaleureusement tous mes amis de la Ligue qui s'investissent beaucoup pour les visites hebdomadaires à tous les patients en cours de soins.
Et tout à fait à l'autre extrémité, parce que c'est un canal aussi important. Les infirmières libérales, quand il y a des soins à domicile à effectuer, et si elles en parlent aux malades et que ces patients n'ont pas encore bénéficié de ces soins oncologiques de support, elles peuvent réinsister, et c'est souvent après cela que le malade en fera la demande auprès de son médecin généraliste pour avoir la prescription. Merci. Ouais, c'est pour ça effectivement qu'on avait ouvert le webinaire aux professionnels de santé également des CPTS. CPTS. Alors du coup, il y a beaucoup de mains levées. Je crois que Madame Zuliani, ça fait un moment que vous avez levé la main. On va peut-être passer la parole au fur et à mesure. Voilà. Alors Madame Zuliani, allez-y. Je vais faire vite. C'est juste pour dire qu'effectivement, c'est toute une chaîne. Hein. Et des gens, des fois, ils sont. Enfin, je pense que vous êtes médecin généraliste. Vous l'avez bien souligné, votre difficulté aussi derrière par rapport à votre charge de travail, etc. Mais c'est vrai que je pense que des fois, vous avez peut-être des gens que vous voyez en mal-être derrière, parce que solitude, parce que soucis financiers, et c'est vrai que des fois de savoir qu'il y a des dispositifs comme ça qui existent, comme que ce soit sur Moulins, la Cante ou autre, en disant c'est gratuit, vous pouvez y aller, ça peut vous faire du bien, et la Ligue pour le concert et tout ça, même si peut-être qu'à un moment donné la personne a eu l'info, ça peut être aussi bien de faire relais, de savoir que ça existe, parce que voilà, vous pouvez aussi vous sentir le mal-être de la personne par rapport à tout ça, quoi. Mais effectivement, c'est aussi les oncologues, les infirmières, référentes et compagnie. Enfin, c'est tout le monde qui peut être dans la boucle de toute l'information qui peut être communiquée pour le mieux-être du patient de toute façon. Voilà, c'est tout. Merci, mais effectivement, comme le disait le docteur Reynaud, qui s'est déconnecté, mais c'est pas qu'ils veulent pas orienter, c'est tout simplement qu'il était même pas au courant que ça existait, les soins de support. Ouais. C'est pour ça tout l'intérêt que nous, tous partenaires, nous communiquions un maximum pour qu'il y ait un maximum de professionnels de santé qui connaissent les soins de support et qui sachent finalement vers qui orienter le patient. Tout simplement. Je me dis que derrière la Ligue contre le cancer, c'est quand même quelque chose de bien connu. Bon, même si moi, j'avoue qu'après, je ne savais pas forcément tout non plus à part donner des sous, en gros. Hein. Mais voilà, on voit qu'il y a d'autres rôles derrière qui sont importants et qui sont aussi dans le soutien, dans les aides, etc. Donc, c'est vrai que ceux-là, à minima, ils peuvent après rediriger vers les assos plus de proximité derrière, je pense. Merci beaucoup. Je donne la main du coup à Madame Goutet qui. Alors, je ne sais pas si c'est que vous n'aviez pas baissé votre main tout à l'heure ou si vous voulez intervenir. Non, effectivement, je pense que ma main n'a pas été retirée. Non, je n'ai pas beaucoup à rajouter. Je crois que tout a été bien résumé sur le manque de connaissances d'une façon générale, je pense, qui est le premier élément du manque d'apport d'aide à certains patients. Ça devrait se développer. Les associations sont très, très actives, se développent beaucoup de bénévoles dans chaque ville, et je pense que les réseaux commencent à plutôt bien marcher, ce qui est une bonne chose. Voilà. Donc, faut qu'on continue. Merci. Tout à fait. Donc, je pense que c'est important de le savoir, ça existe. Exactement. Je vais décrocher. Pardon. Du coup, il y a la Ligue qui avait levé la main également. Oui, effectivement, on avait levé la main, mais c'était le même message que le docteur Boitelier, voilà, sur la diversité des intervenants sur le parcours et peut-être voilà, l'information de ces parcours et de ces soins de support qui peuvent être donnés évidemment par les oncologues, les médecins généralistes, mais pas que. Et on en a parlé, voilà, tous les intervenants et les autres professionnels de santé qui interviennent sur ce parcours pendant, après, à domicile, et qui peuvent aussi, je crois, voilà, conseiller et présenter ce parcours. Et d'où l'intérêt peut-être sur une prochaine session d'ouvrir aux professionnels de santé qui interviennent également auprès des patients pendant leur parcours, les kinés et les infirmières et d'autres. Et peut-être rajouter aussi pour le nombre de patients pris en charge, sur la coordination à Vichy, on est entre 12 et 15 patients par an qui entrent donc dans le parcours. Ok. Entre 10 et 15 patients dans le parcours. Voilà, ce qui peut expliquer aussi que c'est encore quelque chose qui est assez peu connu, puisqu'il n'y a encore pas des Bien sûr. effectifs très conséquents. Oui, bien sûr.
Alors, par contre, sur les associations, enfin, Sandrine pourrait dire, il y a beaucoup plus de personnes touchées, hein. Le parcours, c'est vraiment déjà, il faut être éligible, il faut avoir la prescription, il faut avoir terminé les traitements actifs, donc avoir la prescription et rentrer dans un parcours particulier. Donc, probablement qu'au niveau des associations, beaucoup plus de personnes sont, comment dire, accueillies. On a à peu près une centaine de patients sur Onco & Co, 80 aidants et 229 adhérents en tout à ce jour. Oui, parce qu'il y a quand même une grosse différence entre les soins de support, on va dire classiques, entre guillemets, et le parcours de soins global, qui propose que 3 soins de support finalement. Et ces 3 soins de support, peut-être que c'est une amorce, mais peut-être que ça ne correspond pas finalement aux besoins de certains patients. Oui, tout à fait. Pas totalement. Tant que les soins oncologiques devraient être mis en place dès le début des traitements. Oui. Les soins de support. Normalement, ils sont censés l'être. Oui. Ça, c'est absolument indispensable. Madame Miallier, du coup, vous aviez levé la main aussi. Oui, par rapport à la communication, je pense qu'il y a des professionnels de santé qui n'ont pas été du tout prévenus, ce sont les pharmaciens. Et je pense que le pharmacien est aussi quelqu'un à qui on demande confiance. On demande, voilà, il y a une relation de confiance, en tout cas, entre le patient et son pharmacien, à mon avis. Donc, c'est des gens à qui on peut demander une aide, etc. Enfin, je sais que pour tout ce qui est médicaments, tout ce qui est, je cherche le nom de médicaments pour Les médecines douces. Oui, c'est ça. Voilà, on leur demande ce qu'il faut prendre. Et je pense que eux-mêmes pourraient parler de ces soins de support et des endroits où ça peut être possible de les avoir. Enfin, moi, il me semble. Hein. Et ça n'a jamais été fait. C'est dommage. Véronique, c'est vrai que vous avez raison, on ne les a pas cités, mais c'est vrai que moi, pour mon cas, par rapport à la prothèse, hein, puisque un sein de moins dit, ben voilà, pas chouette. Et c'est vrai que certains pharmaciens sont formés justement et accompagnent les patientes pour cette prothèse, les soutiens-gorge adaptés et compagnie. Et ouais, c'est vrai qu'ils peuvent faire relais aussi derrière. Et ils sont formés aussi. Hein, moi, la personne, elle a été formée justement pour accompagner les patientes qui ont un sein en moins, etc. Machin, Donc ouais, ça peut être une très bonne idée, effectivement. Ça marche, c'est noté. Super. Ouais. Ok, super. Mais c'est top tous ces échanges parce que nous, on note et puis ça va nous faire réfléchir aussi à des actions à mettre en place de manière interprofessionnelle, éventuellement. Les gens, on voit l'intérêt pour nous d'essayer de mener, même si on a ces webinaires, Adeline, on a fait en Savoie, Ardèche, Drôme, non pas la Drôme, l'Ardèche, la Loire. Ardèche, Allier, Loire, Puy-de-Dôme. Puy-de-Dôme, tout à fait. On a commencé en 2022. 23. Et donc, on a commencé un petit peu avant. Mais voir un petit peu les communications qu'on peut faire, on a ce système de webinaire et puis on a ce système aussi. Enfin, je pense que ça va nous inciter peut-être à écrire un peu aussi, à rédiger et à pouvoir communiquer. Et on reviendra peut-être vers vous pour des témoignages par les 2 réseaux qu'on peut avoir, c'est-à-dire par le net avec les newsletters et avec le papier, avec Trait d'Union, où on peut mettre quelques idées forces qui nous ont été expliquées par notre confrère de la Ligue. Complètement. Après, nous, sur le site de l'URPS, du coup, on a une petite page sur les soins de support, avec des explications, les replays, évidemment, des différents webinaires qu'on organise dans les départements. Mais donc, n'hésitez pas peut-être à renvoyer ou déjà à aller voir et à nous dire s'il manque des éléments. Peut-être aussi. S'il y a des choses qui manquent. Et puis, nous, à chaque fois qu'on fera une communication sur les soins de support, on rajoutera de l'information, on renverra sur cette page et on va essayer de communiquer un maximum pour sensibiliser un maximum de professionnels de santé. Très bien. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir suscité ce webinaire. Merci d'avoir répondu présent.
Ah oui, on voulait vous remercier, puis tous aussi pour votre implication dans le bénévolat, qui est quelque chose quand même qui est moins fréquent en 2024. Bravo à vous. Merci beaucoup. L'URPS aussi, c'est du bénévolat. Pas pour moi. Pour vous, oui, mais non, bon, en tout cas, merci beaucoup. Merci à tous. Je vous enverrai le lien du replay dès qu'il sera en ligne sur le site de l'URPS. Et puis, comme on vient de le dire, hein, n'hésitez pas si vous avez des idées d'action de communication, des idées de messages à faire passer, des choses comme ça. Il ne faut vraiment pas hésiter à transmettre et puis à essayer de faire bouger les choses. Eh ben, en tout cas, merci à vous tous, parce que voilà, on a eu des médecins, on a des assos, on a des patients, et voilà, on va faire avancer les choses certainement à un moment donné, mais ouais, merci à tous. Eh ben, encore merci. Je vous souhaite une bonne soirée à tous. Merci à vous, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Et puis de bonnes fêtes. Bonsoir. Merci, passez de bonnes fêtes. Bonsoir et à bientôt. Bonsoir.